La République française n'est plus qu'une coquille vide, marionnette d'une oligarchie financière apatride qui pille le peuple. Derrière le masque démocratique se cache une dictature ultra centralisée, censure féroce, surveillance orwellienne, fiscalité écrasante et appauvrissement organisé des classes moyennes populaires. Valérie Bugeaud dénonce le remplacement du droit continental par un droit anglo-saxon opaque au service des puissants. La réponse, un pas de côté, radical, adopter le révolu droit, fondé sur le droit naturel, la subsidiarité et la souveraineté monétaire pour redevenir une personne souveraine et reconstruire une société juste hors du système oligarchique. Le temps de la vraie révolte par le droit est venu. Face au système, quelle solution? Comment reprendre le contrôle contre une dictature? Quand est-ce que le peuple se réveillera? À ces questions répondra Valérie Bugeaud. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, générique. Nous sommes en guerre. Mais l'engrenage est parti, la guerre mondiale a commencé. Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler de révolu droit, de la dictature anglo-saxonne, du World Economic Forum, de tout ce que Apolline de Malherbe ne parlera pas ce soir. Et pour cela, je reçois Valérie Bugeaud et j'en suis très content de la recevoir. Je ne la reçois d'ailleurs pas assez souvent. Je vais l'appeler plus souvent et c'est mon tort parce que vraiment, elle nous manque ici, en tout cas à Géopolitique Profonde. Mais avant ça, n'oubliez pas, adhérer au club Géopolitique Profonde. Vous avez les plus grands, les meilleurs, les seuls, les uniques qui sont le maître du logos, Xavier Moreau, Sylvain Ferreira, Xavier Coquille, Laurent Ozon et tous les autres qui en sont membres. Vous cliquez sur le lien ci-dessous, 7 jours d'essai gratuit, vous aurez la carte or, vous aurez en plus la version audio. Si vous ne voulez pas lire, eh ben, vous pourrez au moins l'écouter tel un podcast. Ce mois-ci, enfin le mois prochain, article qui gouvernera le Grand Nord, on est totalement dans l'actu et vous aurez des géopoliticiens de renom qui vont en parler. Les néoconservateurs, une élite impériale de Laurent Ozon, aussi gros carton en librairie, édition Géopolitique Profonde. Voilà, pareil, vous cliquez sur le lien ci-dessous. Alors, je suis très content de te recevoir. Mais dis-moi, chère Valérie, voilà, je vais mettre les pieds tout de suite dans le plat. Sommes-nous en dictature ? On est en totalitarisme financier, on est en tragicomédie civilisationnelle, on est en déliquescence institutionnelle, on est en grand n'importe quoi en fait. C'est-à-dire, c'est quoi le n'importe quoi? C'est-à-dire qu'on n'est pas encore complètement dans l'État fédéral unionesque et on n'est plus non plus complètement dans l'État-nation. Donc on est dans un statut intermédiaire qui n'est pas défini, qui n'a pas de caractéristiques propres. Nous avons perdu l'essentiel de nos souverainetés, nous avons perdu nos droits régaliens sur la monnaie, sur le droit, bientôt sur l'armée. Enfin, sur l'armée, d'une certaine façon, on était déjà chapeauté par l'OTAN, mais maintenant que l'OTAN est en délicatesse avec son fondateur, les fondamentalistes unionesques de l'Union européenne se mettent en tête de vouloir créer une armée européenne, alors qu'il n'y a jamais eu de peuple européen, ni de rien, ni d'économie européenne, même s'il y a une monnaie, il y a des territoires qui n'ont aucune homogénéité d'un point de vue économique. Enfin, tout est n'importe quoi. Nous sommes à la fois extrêmement ponctionnés et nous allons être effectivement sacrifiés au niveau financier. Nous sommes sacrifiés au niveau des libertés. De ce point de vue-là, il y a une autorité très violente qui s'applique sur les usagers, les contribuables. Mais d'un autre côté, il n'y a rien qui garantisse la possibilité de vie en commun par une organisation décente des
pouvoirs, une organisation décente des différents groupes qui peuplent un territoire, aucune garantie de sécurité juridique, aucune garantie de sécurité publique. Enfin, il n'y a plus que les contraintes sans les effets organisationnels bénéfiques pour tout le monde de ce qu'on appelait l'État. Mais qu'est-ce Donc que ça ce n'est signifie plus vraiment un État. On est dans une sorte plutôt... de no man's land juridique. C'est quoi? C'est une plutocratie illégale? C'est une plutocratie, certainement, à l'égal, à tout le moins. Illégale, en fait, comme elle n'est pas définie, on ne peut pas vraiment dire qu'elle soit illégale, mais elle n'est ni dans le cadre des traités européens, ni dans le cadre de la Constitution qui était avant celle de la France. Donc on est dans un État intermédiaire qui n'est, encore une fois, pas défini, qui n'a pas de limite, qui est une situation extrêmement inconfortable parce que qui met tout le monde en pleine insécurité en réalité, puisque ceux qui sont au pouvoir n'ont aucune limite. Nous sommes en plein nominalisme, c'est-à-dire que en réalité il n'y a plus de sens aux institutions, il n'y a plus de grands principes fondateurs, donc tout dérive au gré de l'intérêt, de la volonté de certains individus mal définis qui n'ont aucune responsabilité corrélative à leur pouvoir et qui décident un jour de nous amener là, de l'autre jour de nous amener ailleurs. On est sur un bateau ivre qui est en train de se transformer en radeau de la Méduse. Voilà, pour faire une image, pour donner une image. Ce n'est pas le droit. Enfin, est-ce que ça fait partie du droit anglo-saxon ou Alors, pas? Je voudrais préciser, quand je parle de droit anglo-saxon, de quoi je parle précisément, parce que ça va au-delà de la structure juridique, c'est tout un univers institutionnel qui est derrière cette... En réalité, je parle de tout l'univers de l'empire de la finance apatride, qui est un empire fondé à l'origine sur l'empire maritime, l'empire britannique maritime, qui a dérivé aujourd'hui, que j'appelle aujourd'hui l'empire de la finance apatride, lequel empire est en train de se dissocier clairement des États-Unis. Il faut bien le comprendre. Enfin, c'est plutôt les États-Unis qui se dissocient de ses anciens partenaires qui ne lui veulent plus du bien et qui ont maintenant leur seul précaré, c'est devenu les institutions européennes. Donc, la question, c'était quoi? Est-ce que cette Ah oui, alors je voulais dire, en fait, anglo-saxon. Voilà. Alors, le droit anglo-saxon, en réalité, c'est un univers. C'est pas seulement une structure juridique de type juridictionnel. C'est aussi des institutions politiques, c'est le parlementarisme, c'est les partis politiques, c'est la Banque centrale. Donc, c'est tout un univers que je dirais concentrationnaire qui est au service de la plutocratie. Et donc, vous savez que plutocratie, c'est le pouvoir donné à ceux qui ont l'argent. Et ceux qui ont l'argent, eh bien, c'est ceux qui ont organisé le système économique global, ceux qui détiennent le contrôle des manettes financières, parce que vous savez que derrière les entreprises, derrière l'activité économique, il y a des soutiens bancaires. Donc ce sont in fine les grands banquiers. Alors quand on parle de banquiers, évidemment, il ne s'agit pas de guichetiers de banques, il s'agit des grands propriétaires de fonds financiers, de banques internationales, qui sont la plupart du temps anonymes. On ne sait pas exactement, on ne connaît pas les personnalités physiques, on connaît mal, on peut mal définir les personnalités physiques puisqu'elles ont organisé leur anonymat justement de façon à ne pas avoir de compte à rendre à personne. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que l'anonymat est dangereux? C'est parce que en réalité, il correspond à une perte irrémédiable de responsabilité. Et donc une injustice corrélative, puisque ceux qui seront attraits en responsabilité ne sont jamais ceux qui prennent les réelles décisions. Donc lorsque Emmanuel Macron vient au World Economic Forum, un peu comme une forme d'élève face à des maîtres, est-ce que là, c'est une forme de soumission au monde anglo-saxon? C'est une soumission au monde de la finance apatride. C'est un peu différent. Alors effectivement, ils se sont développés. Si, oui et non. C'est-à-dire qu'ils se sont développés sur le développement de l'Empire britannique, et ensuite ils se sont étendus aux États-Unis. Mais comme là, ils sont en train de se séparer,
quand on dit anglo-saxon, on parle aussi des États-Unis. Donc aujourd'hui, tout est en mouvement. En réalité, toute la superstructure qui a été montée par ces gens-là depuis 250, 300 ans est en plein mouvement actuellement. Et je dirais qu'au-delà de cette superstructure, il y a de nouveaux acteurs internationaux qui ont émergé, qui ont déjà émergé. Et donc tout est en perpétuel mouvement. Donc on ne peut pas parler de choses de façon comme si elles étaient figées en fait. Tout est extrêmement relatif et peut d'un jour à l'autre basculer dans un non-sens. Donc il faut prendre des précautions dans la pensée qu'on a et puis dans la façon dont on rend notre pensée. Donc oui, j'ai longtemps parlé du monde anglo-saxon, mais aujourd'hui, je suis obligée de préciser que ce monde anglo-saxon n'est plus ce qu'il était lui-même, puisqu'il est en train de se séparer entre l'empire de la finance apatride, qui prend position, qui a en fait son précaré au sein des instances européennes, et puis l'ancien empire américain qui est en train d'essayer de sauver les meubles en récupérant finalement une vocation nationale. Et non plus une vocation apatride, disons, apatride n'est pas tout à fait le bon terme, mais ils ne veulent plus être chez eux partout. Enfin, ils sont obligés de récupérer des limites physiques et ils essayent de sauver les meubles avec l'effondrement du dollar, de récupérer des sous-jacents, des matériaux économiques et puis une activité économique qui a largement disparu justement au bénéfice, enfin pas au bénéfice, mais en raison du fait que leur monnaie fut pendant longtemps une monnaie internationale. Puisque vous savez qu'une monnaie nationale est incompatible avec une monnaie internationale, ce qu'on constate aujourd'hui. Les banquiers le savaient depuis longtemps, parce que dès Bretton Woods, ils le savaient. D'ailleurs, ils ne voulaient pas les représentants de ces banquiers, en fait, c'était Keynes. Keynes était leur représentant et lui avait, milité pour un panier de monnaie, vous savez, le Bancor, etc. Et donc l'histoire lui donne évidemment raison, mais parce que tout ça a été fondé sur l'histoire de l'Empire britannique, la monnaie britannique ayant été longtemps une monnaie. Donc aujourd'hui, tout ça est en train de s'effondrer. Les Américains sont en train d'essayer de sauver les meubles et de récupérer des marges de manœuvre de façon nationale, si je puis dire. Et nous sommes livrés à tous les mauvais vents, les vents contraires, à la fois de l'Amérique qui se recentre, des puissances émergentes et de cette mafia plutocratique qui ne nous veut pas du bien. Donc l'Europe, les Européens sont dans une situation dramatique. Enfin... Alors, chers amis, si vous voulez poser des questions à Valérie Bugeaud, voilà, on a créé cette nouvelle option de super chat. Allez-y, vos questions, voilà, je les poserai en direct à Valérie Bugeaud. Donc, allez-y, voilà, le super chat, c'est dans le chat. Vous regardez, vous cliquez dessus et n'hésitez pas à poser des questions. Je les poserai en direct à Valérie. Oui, parce que il faut se dire les choses. Quand on voit Emmanuel Macron, au nom de la France et peut-être aussi de l'Union européenne, expliquer en anglais comment l'Europe, enfin les Européens vont se soumettre justement à cette plutocratie. Bon, on y est déjà soumis totalement. Mais là encore plus, là j'ai l'impression encore plus. Bah lui, il veut aller à fond vers le fédéralisme comme la von der Leyen, mais je dirais que pour ça il faut avoir des moyens et les moyens leur sont de plus en plus retirés. Donc les moyens à la fois financiers, puisque nous sommes en plein effondrement économique, effondrement monétaire plus précisément, qui va générer un effondrement économique. L'effondrement militaire n'est plus à démontrer, puisque on est sans l'OTAN, je dirais qu'il n'y a plus aucun pays européen n'a de réelle autonomie. Donc enfin, d'après ce que j'ai compris. Donc, je dirais que oui, ils ont des grandes ambitions, mais ont-ils les moyens de leur ambition à part, le moyen qu'ils ont, c'est de nous sacrifier, ça c'est clair, mais de façon... Il y a une différence entre détruire et construire. Donc, ils ont les moyens de nous détruire, définitivement, mais quant à savoir s'ils ont les moyens de construire à la hauteur des ambitions dont ils parlent, c'est plus douteux. Ouais, moi j'ai l'impression que là les 4 ans encore qui restent de Madame von der Leyen, les 2 ans qui restent de Monsieur Macron, l'objectif étant de créer ces États-Unis d'Europe. Oui, absolument. Il s'en est jamais caché. Avec
ce fameux, entre guillemets, je vais dire, droit qui va avec. Ouais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de droit, c'est de la réglementation. Pas de la réglementation, vraiment, voilà. On est en plein positivisme, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun grand principe qui tienne la route. Tout est question soumis à la bonne, disons, aux intérêts conjoncturels. Temporelle de cette caste. Je ne peux pas l'appeler élite parce qu'ils sont quand même dans une large mesure assez limités, justement, puisqu'ils ne comprennent pas toujours bien les choses. Mais d'une façon générale, ce qui est sûr, c'est qu'ils se sont octroyés la capacité à ériger des règles qu'ils imposent par la force à tout le monde, mais qui sont sous-tendues par aucune légitimité, ni politique, ni juridique. Donc, parce que déjà, ils ne se situent pas dans le cadre des traités qu'ils ont eux-mêmes élaborés pour leur propre service, et ils ne se situent pas non plus dans les règles nationales en vigueur, puisque les règles nationales ne sont plus du tout respectées. La Constitution n'est absolument pas respectée sur aucun plan, puisqu'on n'a plus aucune souveraineté. Or, elle est là pour protéger la souveraineté. Donc, enfin, tout est aberrant. On est en plein délirium juridique, délirium politique, délirium civilisationnel. Je n'ai plus vraiment les mots pour décrire. Mais justement, aujourd'hui, est-ce que, avec la législation actuelle, des juristes peuvent attaquer les résolutions? Vous pouvez toujours attaquer, mais c'est un rapport de force, puisque ceux qui tiennent l'Union européenne sont ceux qui sont contre vous. Et comme les règles sont érigées par eux, et qu'ils maîtrisent aussi l'application des règles, et en même temps leur interprétation par les cours, je dirais que votre capacité d'action est extrêmement limitée. Votre capacité réelle d'action est extrêmement limitée. Vous pouvez toujours agir, fanfaronner, mais quant à obtenir un véritable succès, ce n'est pas possible. Enfin, c'est-à-dire que si tout le système est organisé en faveur de cette plutocratie. C'est un système plutocratique, c'est-à-dire que l'organisation, le fonctionnement inhérent à ce système est en défaveur et se passe complètement de la volonté des populations. Donc, vous pouvez agir, on vous fait croire que vous avez des droits, etc. Mais vous vous rendez bien compte que concrètement, et c'est ce qu'on a vu pendant le Covid, les droits se sont réduits en peau de chagrin, puisqu'ils n'ont jamais été. On a toujours trouvé des explications, des cas exceptionnels pour dire que, ou alors une situation exceptionnelle pour dire que le droit est suspendu, voilà, situation d'exception, force majeure, enfin je ne sais quoi. Ils inventent tous les jours des nouveaux systèmes pour s'émanciper eux-mêmes des règles qu'ils ont imposées. Donc j'ai envie de dire, on est même au-delà maintenant de la question du Brexit ou pas, puisque il n'est pas question de sortir de traités que déjà nous n'avons jamais acceptés, premièrement, et deuxièmement, qui ne sont jamais respectés par personne. Pourquoi devrions-nous nous sortir de ces traités en respectant des règles que personne ne respecte? Enfin, je veux dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Frexit servira à rien? Non, ça veut dire que la seule solution pour sortir de ce marasme, c'est de changer de régime, mais au sens changement de paradigme, tel que celui que je décris, et duquel on dit, changement de régime, tout ce qui a été fait avant n'est pas légitime. De toute façon, c'est démontré depuis longtemps. Donc, on n'a pas besoin de respecter des contraintes réglementaires qu'ils ont mises, alors que même sans la franchise, quand elles s'appliquent à eux. Donc, on sort et puis basta. On n'a pas besoin d'attendre plusieurs années, de demander l'avis des uns, des autres. Non, on sort et on sort. Comment on sort du régime et on impose aujourd'hui un droit légal que révolu droit? C'est tout un programme. Mais je dirais que le premier pas, c'est la reconquête territoriale. Et cette reconquête territoriale, elle passe par la récupération des territoires par ses habitants. Les Français doivent reconquérir leurs communes. Et ça, c'est le premier pas de la reconquête. Il y a des municipales qui arrivent. Oui, les municipales arrivent, mais au-delà des municipales, donc déjà, il faut absolument que les gens s'investissent dans les municipales, parce que ce sont les seules élections qui sont en prise directe avec les usagers, avec les citoyens et les contribuables. C'est-à-dire que ce sont des élections qui sont encore de proximité et sur lesquelles les gens ont un accès direct aux maires et aux conseillers municipaux. Donc, c'est les seules élections qui peuvent permettre de récupérer un contrôle politique sur des élus.
Donc il faut absolument... les seules élections qui sont encore politiques dans le contexte de déliquescence générale que j'ai décrit, c'est les élections municipales. Là, je me suis laissé entendre dire qu'il y a beaucoup de petites communes pour lesquelles il n'y a pas de liste déposée. C'est très très grave parce que croyez bien que ça veut dire que l'État va saisir la première occasion possible. Il ne pense qu'à ça, supprimer des communes pour supprimer de la proximité, puisque vous savez que les gros groupements de communes, ils s'en sont déjà beaucoup occupés. Donc toutes les communes qui n'auront pas de liste seront à terme condamnées. L'État va les supprimer. C'est une quasi-certitude. Alors qu'une petite commune, allez, de 1000 habitants, 2000 habitants ou 500 habitants, qui s'appelle X, qui existe depuis le Moyen-Âge, peut-être même avant, si demain il n'y a pas de liste, eh ben, l'État dira, écoutez, il n'y a pas de liste, il n'y a pas de maire, elle va fusionner avec machin. Exactement. C'est ça. Exactement. Donc il faut absolument que les usagers, les citoyens s'investissent dans ces élections municipales in extremis pour déposer des listes et se présenter à ces élections. C'est les seules élections politiques qui nous restent. Parce que le reste, c'est pas politique, c'est ce que j'explique. Oui, le parlementarisme, les législatives et tout ça, on n'est plus dans le politique, là, on est dans l'économique. J'en ai parlé avec monsieur Asselineau, j'ai pas envie de dire du mal, évidemment, mais j'en ai parlé avec lui, et je lui ai dit, mais pourquoi vous n'investissez pas, vous, l'UPR, vous êtes un des premiers partis de France, comme Kémé nous le dit, je le crois, pourquoi n'investissez-vous pas les municipales, et lui m'a dit que ça servait à rien. Écoutez, moi... Est-ce que ça sert vraiment à rien ou pas? Du point de vue de l'analyste juridique que je suis, je vous dis que ce sont les seules élections qui restent des élections politiques, et que la reconquête de notre pays par les citoyens ne peut passer que par là. C'est la première étape incontournable et la seule qui soit disponible en plus. Donc si ça sert à rien, il n'y a plus rien qui sert à rien. Dans ces cas-là, c'est le rapport de force direct. Puisque là, c'est les seules élections qui permettent aux gens d'avoir encore une emprise sur leur quotidien et d'avoir une réalité, de toucher du doigt une réalité politique, de faire des choses, même si c'est à une échelle communale, municipale et pas très importante, qui n'a pas d'impact national immédiat. Eh bien, l'impact national, il va se voir l'année prochaine lorsqu'il va falloir donner les 500 signatures aux candidats qui sont tous des marionnettes. Donc si les Français récupèrent le contrôle de leur commune, si même sans se présenter, ils arrivent à s'organiser en créant des collectifs citoyens autour de leur commune de façon à être force d'initiative pour le maire et force de contrôle, c'est-à-dire mettre un rapport de force, intégrer un rapport de force politique qui rétablit le pouvoir en faveur des populations sur les maires, de façon à contrôler et à exiger que les signatures ne soient pas données à des pantins, et bien dans ces cas-là, on récupère un véritable pouvoir politique. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de pouvoir politique puisque les citoyens sont exclus, sont expropriés du phénomène politique. Puisque tout se fait sans non seulement leur consentement, mais surtout sans prise en compte de leurs intérêts. Est-ce que ça veut dire que face à la dictature, face à la plutocratie, face au système qui nous opprime, la commune peut être un bastion de résistance? La commune est naturellement un bastion de résistance. La commune, c'est le cœur nucléaire de la création de la France. La France sans ses communes n'existe plus. Donc la commune, c'est vraiment le centre névralgique, le dernier élément politique qui reste dans ce pays. Donc la commune c'est vraiment notre dernier bien commun. Et si les gens abandonnent ce dernier bien commun, ils se sacrifient en fait. C'est un sacrifice parce qu'ils n'auront plus accès à rien de tout ce qui va diriger leur vie. Donc oui, parce que nous sommes le pays des 36 000 communes et l'Europe veut justement diviser par 3 et 4. Évidemment, puisque l'Europe, c'est la fédéralisation, c'est les euro-régions et puis c'est la centralisation autour de ces régions qui sont en fait l'équivalent des Länders allemands. Donc ça n'a plus rien à voir avec la France, ça n'a plus rien à voir avec l'histoire de France sur la longue durée, ça n'a plus rien à voir avec l'histoire sociologique, l'histoire politique et l'histoire juridique de la France. Donc il n'y aura plus, la France aura perdu tout ce qui lui reste encore de France finalement. Nous n'existerons plus et derrière il faut bien comprendre qu'il y a des sacrifices d'intérêt populaire en jeu. C'est-à-dire que quand on n'aura plus notre structure historique,
nous n'existerons plus en termes d'institutions. Et donc, on n'aura plus aucun moyen de défendre nos positions en tant que citoyens. Voilà. Oui, parce que ça peut être des bastions là, de résistance. Bah, bien et sûr. le pas de côté peut commencer par la commune. Il va commencer par là. Révolu droit peut commencer par la commune. Ah bah absolument. Et Révolu droit, justement, est assis est dressé sur deux jambes. D'une part, le réinvestissement au niveau des communes et des municipalités, des territoires. Et deuxièmement, un renouveau politique autour de ce que j'ai appelé les groupements d'intérêt, qui sont la façon rénovée de considérer les corporations d'Ancien Régime. Mais donc, effectivement, la récupération du territoire, je veux dire, le réinvestissement populaire dans les territoires, c'est un bastion, c'est le dernier bastion qui fait la France, qui peut encore nous sauver, et sur lequel on peut rétablir une réalité politique et une autonomie, à nouveau une autonomie politique, c'est-à-dire fondée sur le pouvoir des citoyens sur leur territoire. Alors, qu'est-ce que exactement Révolu droit pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément des juristes qui nous regardent? Révolu droit, c'est un changement de paradigme, c'est-à-dire on repense la façon de faire la politique. Parce qu'aujourd'hui, ce que j'explique, et toutes mes analyses ont convergé vers ce constat, c'est-à-dire que nous ne sommes plus réellement dans des régimes politiques. On dit l'État est omniprésent, mais non, l'État, en fait, il n'existe déjà plus, puisqu'il est au service, en réalité, d'une plutocratie, c'est-à-dire d'intérêts de caste, d'intérêts privés de type catégoriel, exclusif, c'est-à-dire de ceux qui détiennent les finances. Et aucun autre intérêt politique n'est représenté réellement dans ce pouvoir, puisque nous sommes dans le règne du lobby, nous sommes dans le règne le personnel politique ne sont que des pantins au service d'idéologies très artificielles, très artificiellement mises en œuvre pour créer le conflit dans la société. En fait, c'est l'organisation d'une conflictualité permanente en dressant les uns contre les autres sur des sujets qui ne les intéressent pas réellement. Les intérêts qui intéressent les gens, c'est les problèmes qu'ils ont au quotidien. Ces problèmes-là ne sont absolument pas pris en compte par la politique. Les partis politiques sont là pour capter tous les mécontentements individuels, les transformer en idéologie et monter les uns contre les autres, de façon à ce qu'on ne s'occupe pas de ceux qui tirent les ficelles. Donc, ce n'est pas un système politique, je répète, c'est un système économique, c'est un système plutocratique dans lequel la politique n'a pas lieu d'être, puisque la politique, c'est l'organisation de la vie de la cité, et elle ne peut se concevoir sans prendre en compte ni les gens qui habitent cette cité, ni leurs intérêts. Donc, nous ne sommes pas dans des États politiques, nous sommes dans des phénomènes économiques de type totalitaire qui se sont arrogés par la force la capacité à édicter des règles pour tout le monde, qui sont fondées encore sur aucune réalité tangible, qui ne sont fondées que sur la volonté de cette caste-là, avec aucune sécurité juridique derrière, la disparition des libertés, et fondée sur l'intérêt d'une unique caste. Du coup, qu'est-ce qu'on ferait? C'est-à-dire que on prendrait le code civil qu'on mettrait de côté. Le code civil a été bien amoché par toutes ces modernisations. Le code pénal, toutes ces choses-là. Et la Constitution, j'imagine aussi, parce que j'imagine que Révolu droit aura valeur constitutionnelle. Et on impose, déjà peut-être à partir des communes, et peut-être petit à petit... Alors je voudrais quand même revenir sur cette terminologie de constitution pour être très clair. D'accord. Et pour supprimer la confusion dans les esprits. Je m'érige un peu en faux avec la terminologie constitution. Pourquoi? Parce que nous avons vécu des centaines et des centaines d'années sans constitution. C'est vrai. La constitution n'a été imposée en France qu'à l'occasion de la Révolution française pour imposer le parlementarisme. Donc le parlementarisme est un régime absolument artificiel et qui a eu besoin d'une structure extérieure elle-même artificielle pour s'imposer. Donc la Constitution n'a pour objectif unique que d'imposer le parlementarisme et d'organiser une séparation, des relations entre des pouvoirs soi-disant séparés qui n'ont jamais été. Donc on est dans une imposture radicale. Donc on peut garder le terme constitution si vous le voulez, mais moi dans Révolu droit, en fait, il y a une différence entre un système naturel et un système artificiel. Le Révolu droit, je réinvestis toute l'histoire politique et institutionnelle de France depuis 1000 ans
pour montrer ce qui a émergé de façon spontanée et qui fonctionnait comme des institutions sans avoir besoin de cadres réglementaires pour les imposer. Et ça, c'est effectivement le réinvestissement de la politique des territoires. Et c'est deuxièmement la représentation politique des différents intérêts qui traversent la société politique, c'est-à-dire le groupe, par le biais des activités. Alors avant, on parlait des métiers. Mais les métiers et les activités professionnelles, telles qu'on les a connues aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, avec le développement des technologies et de l'intelligence artificielle, vont être amenés à disparaître. Ce qui ne disparaîtra jamais, c'est l'activité humaine. Tant qu'il y aura des humains, ils vont être obligés de s'occuper, et donc il faudra organiser leurs activités. Et ça, c'est le moyen ultime d'avoir une représentation politique. Donc chacun, dans le cadre de ses activités, existe en tant que groupe de lobby, en fait, qui défend l'intérêt de son activité. Et ça, c'est une organisation naturelle des pouvoirs. Mais c'est excessivement important de le dire. Il n'y a pas besoin de constitution pour rendre ça. C'est excessivement important de le dire. Parce que on le voit aujourd'hui, beaucoup. Enfin, je parle de la masse des gens. Pour eux, il y a Constitution, il y a le Code civil, le Code pénal, et ils sont restés dans ce schéma qui n'existait pas avant, lorsque la France était la France, quoi. Bien sûr. Et ça, il faut le dire, le redire, le répéter. Mais on a l'impression que les gens sont perdus parce qu'ils n'entendent pas ces termes qu'ils connaissent aujourd'hui. Justement. Et c'est pour ça que c'est compliqué de changer de paradigme. C'est qu'il faut réinvestir toute la façon dont on conçoit même le terme politique. Il y a un travail sur la sémantique et sur le rapport du signe linguistique avec le réel. Et ça, c'est très important, puisque avec ce grand mouvement nominaliste hégémonique qui a gagné maintenant sur le réalisme, eh bien, en fait, les mots n'ont plus vraiment de sens. On appelle politique l'organisation autour du parlementarisme, et je rappelle quand même qu'il y a quelque chose d'absolument dément à avoir imaginé organiser toute une société autour d'une institution, et là, je parle du Parlement tel qu'il s'est développé à partir de la Révolution française, c'est-à-dire le Parlement dit représentatif, un Parlement dont la seule mission, c'est d'élaborer des lois. Est-ce qu'une société a besoin de créer des textes comme ça en permanence ? Tous les gens qui ont travaillé sur les organisations vous diront qu'une organisation telle qu'elle a été élaborée n'aura de cesse que de surinvestir son rôle pour justifier son existence. Et donc c'est la garantie ultime d'être envahi par une quantité affolante de textes que nous connaissons aujourd'hui. Alors, le Parlement européen n'a plus initiative des lois, mais on est resté avec cette tendance lourde à justifier l'existence de prétendus personnels politiques parce qu'ils fabriquent des textes. Ce qui est complètement dément. Ça a quelque chose de dément en soi. Ça ne peut pas être une société fonctionnelle, saine et pacifiée. C'est une société qui est organisée structurellement pour être conflictuelle. Alors, je remercie notre ami Cridam. On va le montrer à l'écran, notre ami Cridam, si on peut le faire. Un débat, Asselineau, Valérie Bugeaud serait bienvenue. Bon, je pense que M. Asselineau n'acceptera pas, parce que je crois qu'il n'accepte pas les débats. Sauf s'ils sont sur TF1. Bon, ça c'est une autre chose. Moi, j'accepterais pas d'aller sur TF1, donc ça résout le problème. Hein. Mais, tiens, le parlementarisme, évidemment, c'est le pire du pire. Il faut dire les choses. Bien sûr. C'est artificiel. C'est totalement artificiel. Mais par contre, les gens ont été tellement programmés que pour eux, il y a soit le parlementarisme qui est pour eux une démocratie, soit le pouvoir d'un seul homme. Reprenons la sémantique et reprenons le réalisme politique, le réalisme juridique, le réalisme de la vraie terminologie. Le parlementarisme met en œuvre une plutocratie et non pas une démocratie. C'est antinomique dès le début, dès le départ ab initio avec le terme de démocratie, puisque ça organise le pouvoir à ceux qui ont les moyens financiers de financer les partis politiques. Vous savez aussi bien que moi, Mike, que les partis fonctionnent sur la discipline de vote, donc il n'y a rien de démocratique dans un parti politique. C'est l'entre-soi et c'est la discipline de vote qui prévaut. Donc, non mais, il faut justement décorréler
dans le mental des gens que le parlementarisme est lié à la démocratie. Et comment on le fait, ça ? Le parlementarisme, nommer les choses par leur véritable nom, c'est faire le travail. Le parlementarisme, c'est la plutocratie. Ça met en œuvre une plutocratie et non pas une démocratie. Et ça, c'est depuis toujours. Simplement, aujourd'hui, ça se voit. Avant, ça se voyait moins parce qu'on avait un personnel politique un peu plus malin. Mais le parlementarisme, c'est typiquement le droit anglo-saxon, pour le coup. Le parlementarisme, ça vient effectivement, le Parlement tel qu'il s'est imposé en tant que régime de représentativité populaire, prétendument populaire, est une émanation en fait du Conseil des barons de la Magna Carta. Et les conseils des barons, c'était la révolte des grands féodaux contre le roi d'Angleterre qui, à l'époque, représentait l'intérêt général, l'intérêt de tous ces sujets. Puisque c'était un roi, donc on appelait ça des sujets. Aujourd'hui, on appellerait ça des usagers. Mais enfin, on désigne la même chose. On désigne les gens qui vivent sur le territoire organisés par ce type d'organisation. Donc la Magna Carta, encore une fois, on nous fait passer ça pour la quintessence de la démocratie, mais une fois de plus, c'est encore une imposture. La Magna Carta, c'est la révolte des grands féodaux contre le roi d'Angleterre pour des raisons essentiellement fiscales et qui ont obtenu des prérogatives supplémentaires par rapport à celles du roi, à celles qu'ils avaient avant. Donc on ne peut pas considérer que les populations agricoles à l'époque aient beaucoup bénéficié de la Magna Carta. C'est une imposture de dire ça. Donc la Magna Carta, c'est quand même l'entre-soi. De la même façon que les partis politiques, tout ça c'est le régime britannique. Les partis politiques, c'est une émanation des clubs britanniques. Les clubs britanniques, c'est l'entre-soi. Ça n'a jamais été ouvert à tout le monde avec une possibilité pour la population de se faire entendre. Mais comment se fait-il que les gens se fassent avoir encore et encore ? Moi je le vois, j'ai eu les agriculteurs, j'ai eu les chauffeurs de taxi, j'ai vu le nombre de gens et ils continuent encore à dire mais oui, mais l'État, mais les syndicats, les corps intermédiaires, les machins, les trucs. Mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas rien d'autre. Ils continuent. Oui, mais quand on fait une erreur une fois, deux fois, ok, mais là, ça fait quand même 40, 50 ans et plus. Non, mais c'est parce qu'on a décorrélé, encore une fois, je pense qu'il y a vraiment une problématique de sémantique. On a décorrélé les mots de leur réalité, de leur réalité. On leur a donné un sens différent. Ce sont aujourd'hui tous ces trucs-là sont des corps intermédiaires, mais sont des corps intermédiaires au service du pouvoir plutocratique. Donc ils n'existent pas, ils n'ont pas de réalité tangible en tant que contre-pouvoir. Il n'y a plus de contre-pouvoir. Nos sociétés ont supprimé tous les contre-pouvoirs. Donc pour récupérer des contre-pouvoirs, il faut rétablir un rapport de force institutionnel qui soit plus équilibré en faveur des populations. Mais moi, je suis très content de te recevoir aujourd'hui parce que pour une des rares fois dans nos émissions, je crois que j'en ai tourné peut-être 600 ou 700 en plateau avec Géopolitique Profonde, j'ai pour une des rares fois une vraie solution, c'est-à-dire prendre des mairies, prendre des villes où il n'y a pas de liste et imposer un nouveau paradigme, le pas de côté de Révolu Droit. Et ça, c'est faisable dès mars 2026. Exactement, puisque en faisant ça, on peut se lancer dans la création de groupements d'intérêt. Et donc, on met en œuvre le pas de côté. Et ça, c'est le plus important à comprendre. Mais c'est vrai qu'il faut le marteler. Merci Mike de le dire aussi clairement, parce que c'est exactement ça. Mais il faut le dire. Parce que moi, à chaque fois, je suis tout le temps, me dit oui, les constats, les machins. Et je dis, qu'est-ce qu'on fait ? Le Frexit, truc. Ok. Oui. Qu'est-ce que vous faites pour avoir le pouvoir et faire le Frexit ? Oui, dans 10 ans, dans 15 ans. Non, là, c'est tout de suite. C'est tout de suite qu'on peut le faire. Exactement. C'est en récupérant le contrôle des communes. Les communes, c'est vraiment le nœud gordien de toute cette superstructure, parce que c'est par les communes que nous pouvons reconquérir notre territoire, puisque on a été exproprié de notre territoire au profit de cette caste supranationale ou apatride au service de la finance. Enfin, je dis vraiment enfin, quelque chose de concret. Et franchement, je suis vraiment très très heureux de te recevoir, parce que vraiment là, on part
concrètement. Et donc vraiment relayez à fond, parce que là c'est du concret. À partir de mars 2026, vous pouvez gagner une commune. Regardez, prenez la carte de France, regardez Exactement. où, quoi qu'est-ce. Et toutes les Demandez à petites Grock communes même. sont les plus importantes. Mais bien sûr, bien sûr. Donc on va continuer sur cette discussion qui est vraiment passionnante. Vous êtes déjà plus de 3000 personnes en direct à nous regarder. Merci à vous. Mais avant ça, les petites annonces. Quand j'étais petit, je lisais dans le rayon BD des grandes surfaces. J'ai pas beaucoup changé. Sauf qu'à présent, je lis la revue mensuelle de Géopolitique Profonde. Qu'y a-t-il dedans ? De l'économie, de la politique et bien sûr nos solutions financières, parce que s'appauvrir arrive très rapidement. On peut vous aider à y voir plus clair dans vos finances. Par contre, pour le reste, il va falloir grandir. Rien d'autre n'est complet. Merci à vous d'être si nombreux, plus de 3000 personnes en direct. Merci beaucoup. Vraiment, là, on parle concret, vraiment concrètement, avec Valérie Bogo, Révolu Droit, ce qui peut changer dès mars 2026. Mais avant ça, n'oubliez pas d'adhérer au Club Géopolitique Profonde. Vous cliquez sur le lien ci-dessous. Les plus grands, les meilleurs, les seuls, les uniques. Ils sont vous vraiment avec le maître du Logos, Xavier Moreau, Sylvain Ferreira, Franck Pemgam, Laurent Ozon et tous les autres. Vous aurez 7 jours d'essai gratuit. La carte Gold, bien entendu, et la version audio. Ne serait-ce que pour ça, cliquez sur le lien. Les néoconservateurs, une élite impériale, Laurent Ozon, édition Géopolitique Profonde, gros carton en librairie, 50 fois plus d'exemplaires tirés que pour le dernier Emmanuel Valls. C'était pas mal. Bravo, cher Laurent. Donc voilà, en effet, on parle concrètement parce que voilà, les gens, ils nous regardent, ils regardent des médias alternatifs et puis ils en ont marre d'entendre des yaka, faucons, mais qui servent à rien, dont ils n'arriveront que dans 20 ans. Exactement. Là, on est dans le concret. Dans le concret et dans l'immédiat. Dans l'immédiat. Même dans l'urgence. Dans l'urgence. Dans l'urgence. Parce que vous savez que j'ai appris récemment que les listes allaient être closes le 7 février. Donc pour déposer une liste et s'intéresser à la vie de sa commune et à sa survie surtout, eh bien c'est dans les jours qui viennent. Ben justement, qu'est-ce que les maires aujourd'hui, avec Révolu Droit, peuvent faire ? Les maires, une fois qu'ils sont en place et qu'ils sont devenus indépendants des partis, des grands partis, qui sont encore une fois des organismes idéologiques, donc une fois que les maires sont indépendants de tout ça, ils reviennent au réalisme politique et ils peuvent organiser au sein de leur commune des réunions de gens de façon à lancer les groupements d'intérêt. Et c'est là où le pas de côté devient réel. C'est-à-dire que non seulement on récupère le territoire, mais en plus, on s'organise politiquement pour récupérer le rapport de force en notre faveur. Et ça change tout. Ça change tout, parce Ça que change tout. y a la possession d'une commune administrativement, déjà. Oui, et la possibilité d'avoir des salles pour organiser des réunions, pour permettre aux gens de se rencontrer, donner des facilités ne serait-ce que de permettre les rencontres, c'est énorme. Oui, parce que justement, les gens, ils regardent Internet. Les organiser, les rencontres. Bien sûr, les gens se regardent sur Internet, mais peut-être qu'ils ne se parlent pas assez encore, physiquement. Exactement. Et c'est le rôle des maires de créer cette proximité, de recréer cette proximité de dialogue, de façon à réinvestir les usagers, les citoyens, les gens qui vivent dans la commune, dans leur vie politique, dans leur vie de groupe. Parce que la politique, c'est la vie du groupe, en fait. Puis moi, je vais te dire une chose. J'étais, dans ma jeunesse, attaché parlementaire au Sénat, d'un sénateur-maire. Alors, certes, c'était en banlieue, c'était pas en province, mais j'ai vu l'influence qu'avait un maire de banlieue sur ses administrés. J'ai vu aussi, parce que j'ai un peu fait avec lui le tour de France, parce que j'avais écrit la loi sur le service civique, et donc j'ai fait le tour de France auprès des nombre de maires de province, et j'ai vu que le conseil municipal, même d'opposition, avait une influence, que le conseiller général d'antan avait une forte influence, et que le maire était connu de tous, et que lorsqu'il disait quelque chose, les administrés écoutaient. Exactement. Et ça, c'est quand même ce qui manque, je pense, à cette dissidence. C'est une véritable autorité politique, et c'est la dernière qui reste dans ce pays. J'insiste beaucoup là-dessus. Le reste, n'ont plus aucune autorité politique, n'ont plus aucune légitimité politique. Le maire, c'est le dernier bastion du pouvoir politique en France. Oui, parce que lorsque le maire parle ou écrit une lettre à l'administré en disant voilà, moi je crois dans Révolu Droit, le pas de côté, le type qui reçoit la lettre,
il écoute. Exactement. Et c'est pas la même chose que si c'est moi qui vais dire Mike Borowski, machin. C'est pas la même chose. Exactement. D'ailleurs, je fais un appel à tous les maires de France de pouvoir commencer à s'organiser pour organiser des réunions au sein de leurs administrations, auprès de leurs administrés, pour commencer à créer des groupements d'intérêt de façon à rétablir le rapport de force politique au profit, en tout cas, de rétablir le déséquilibre au profit des citoyens, des Français. Des Français, voyons. Bien sûr, c'est ce qui importe. Et la nation. Et de la nation. Parce qu'on ne peut pas, là, aujourd'hui, malheureusement, on a énormément de Français patriotes qui aiment leur pays, qui aiment leur terre, qui sont enracinés. Mais ils ont perdu confiance en eux, ils sont démoralisés, ils retournent leur colère et leur désespoir contre eux-mêmes. Mais non, il faut arrêter ça. Vous n'êtes pas, vous avez de bonnes raisons d'être en colère, mais de grâce, ne retournez pas ça contre vous et organisez-vous pour reprendre le pouvoir. Vous avez la capacité de le faire. Tous les agriculteurs qui souffrent dans leur petite commune, mais qui s'emparent de leur mairie. Que les agriculteurs, plutôt que de venir autour de l'Arc de Triomphe, ce qui ne servira strictement à rien, à jamais personne, reprenez le contrôle de vos mairies et organisez Révolu Droit. Vous reprendrez le contrôle de vos activités professionnelles et de la réglementation qui va avec. Oui, c'est ça le pas de côté. C'est même pas de dénoncer le Mercosur, c'est de s'organiser comme s'il n'existait pas. Le pas de côté, c'est ça. Ben, en effet, et Révolu Droit le permet. En effet, si parmi les agriculteurs, il y avait 500 maires, bien sûr. Avec Révolu Droit, qu'est-ce que ça changerait pour eux ? On commencerait à organiser les groupements d'intérêt et on commencerait à avoir un poids politique pour s'opposer à toutes ces vilainies qui nous imposent par les traités internationaux, multilatéraux, par les traités bilatéraux ou multilatéraux et par tout ce magma de libre-échangisme dans lequel les Français n'ont plus leur mot à dire. Parce que le rapport de force, il doit être aussi juridique. Bien entendu, le rapport de force, tout ce qui est politique est organisé par le droit, Mike. Même l'économie est organisée par des règles. Alors, c'est plus du droit, bien entendu, puisque j'explique qu'on est dans la réglementation. Mais effectivement, tout ce qui est politique, tout ce qui est économique, tout ce qui est financier est organisé par des règles. Donc, le droit, enfin, ce qu'on appelle le droit, mais que moi, je rétablis sous la bonne terminologie de réglementation, puisque le droit a disparu dans ce pays et dans beaucoup d'autres, la réglementation est à l'origine de tous nos problèmes. Il faut quand même bien le comprendre. Donc, même si le droit n'existe plus, la réglementation, elle est bien là et elle est très violente, en fait. Moi, je l'ai vu de mes yeux, comment les parlementaires avaient un discours différent et parlaient différemment à leurs semblables, plutôt qu'à un administré. Ils sont plus dans une même forme de rapport de force. Non, ils se croient sur le trône. En fait, ce ne sont que des serviteurs dociles, mais ils se prennent pour la. Ils ont un pouvoir indu, donc ils en abusent, comme tous les gens qui n'ont pas de responsabilité face au pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir sans responsabilité. Le pouvoir, pour être légitime, a nécessairement besoin d'une responsabilité. Tout le génie de ce système plutocratique a été de désolidariser le pouvoir de la responsabilité en rendant les réels détenteurs du pouvoir anonymes. Et donc ceux qui sont des relais d'influence, je signale par là le personnel politique, en fait eux ce ne sont que des pions, ils ne sont que des fusibles sur une chaîne de responsabilité qui n'est indépendante de leur volonté, même pour ceux qui ont la meilleure volonté du monde. Le système est vicieux. Et donc, à partir de là, quand il n'y a plus de responsabilité en face du vrai responsable, il n'y a plus de pouvoir. C'est aussi simple que ça. Le pouvoir ne peut pas être désolidarisé de la responsabilité. Or, le génie de ce régime plutocratique, c'est justement d'avoir désolidarisé pouvoir et responsabilité. D'avoir dit, c'est pas moi, c'est l'Europe, c'est pas moi, c'est machin. Oui, alors c'est pareil, tout le monde me dit, il faut absolument sortir de l'Europe parce que tous nos maux viennent de là. Mais il faut arrêter de rigoler.
et Mike, tu le sais, puisque tu as été assistant parlementaire, qui a organisé l'Union européenne? Mais c'est bien les Français. Les Français sont souvent les premiers, ils n'arrivent pas à faire passer les règles chez eux, donc ils les font passer par l'Union européenne, mais Ecofin, tout ça, ce sont bien du personnel politique français qui prennent les décisions. Donc ils font croire que ça vient d'ailleurs pour pouvoir mieux faire passer ça chez eux. Mais c'est parce qu'ils sont très faibles en interne qu'ils s'appuient sur une superstructure qu'ils ont eux-mêmes créée et qui s'appuie sur ce personnel-là, qui encore une fois n'est qu'un relais d'influence du système économique global, des tenanciers économiques. Donc le personnel politique, pourquoi il ne veut pas avoir de responsabilité? Parce qu'il ne prend pas réellement des décisions. Il ne prend pas, c'est pas lui qui est l'auteur c'est pas lui qui a l'initiative des décisions qu'ils prennent. C'est le pouvoir économique caché, ce sont les lobbies et tout ça. Donc on est dans l'organisation d'une vaste imposture dont il faut à tout prix sortir, et on ne sortira de cette imposture qu'en rétablissant la bonne terminologie sur le bon concept. Vous avez une réalité et vous lui donnez un nom. Le parlementarisme, ce n'est pas la démocratie, c'est la plutocratie. Mais justement, comment faire comprendre aux gens, parce que les gens dans leur tête c'est soit parlementarisme, soit un dictateur. Comment faire comprendre aux gens que ce n'est pas ça la réalité? Souvent, je mets le doigt sur le fait suivant, c'est que les dictateurs sont nés dans le cadre du parlementarisme. En plus. Oui, regardez, observez bien l'histoire et vous le verrez tout seul. Tiens, quelques exemples pour que les gens puissent bien comprendre. Tout le monde n'arrête pas de dire que Hitler est monté par les urnes, ce qui est un peu vrai, un peu faux. Mais bon, les urnes, comme elles ont toujours été trafiquées, vous savez, c'est ce que disait Staline, ce n'est pas les gens qui votent qui comptent, ce sont les gens qui comptent qui votent. On n'en est jamais sorti, puisque aujourd'hui, maintenant, la consolidation des votes ne se fait même plus au sein du ministère de l'Intérieur. Donc c'est bien, tout ça n'est qu'une vaste fumisterie, franchement. Donc les urnes, ce sont des urnes funéraires, puisque dans le cadre... Alors c'est pareil, je m'insurge un peu contre ceux qui disent que le vote, c'est ça, tous nos problèmes viennent du vote. Non, tous nos problèmes viennent du parlementarisme. C'est le vote dans le cadre du parlementarisme qui pose problème. Sinon, vous avez toujours des représentants que vous pouvez élire, tirer au sort tout ce que vous voulez, mais c'est pas le vote en tant que tel, c'est un moyen, le vote, de désigner des représentants. Mais là, le problème de fait, c'est que les représentants sont censés représenter l'intérêt national. Et ça ne peut pas être vrai, puisque nous sommes dans une plutocratie. Le parlementarisme dit représentatif n'a jamais eu la vocation de représenter les intérêts des gens qui vivent sur un territoire. Il a toujours eu pour vocation de représenter les intérêts du système dominant, du système financier, économique dominant. Donc c'est ça qu'il faut dire. Le parlementarisme, c'est la plutocratie. Rien à voir avec la démocratie. Enlevez-vous de la tête ces idées de démocratie qui n'ont jamais existé. Oui, l'organisation interne du pouvoir et des institutions, c'est dans le sens de la plutocratie. Oui, c'est pas parce que vous votez pour des députés que derrière ça, c'est une réelle représentation nationale qui vous permet une démocratie. Le seul vote démocratique, c'est le vote pour des maires, et qui sont des maires sans étiquette politique, puisqu'ils sont dans le réel. Ils représentent les problématiques, les problèmes et les intérêts des usagers qui sont de ces administrés. Est-ce que justement Révolu droit, parce qu'on le sait aujourd'hui, les fameux grands élus parlementaires, etc., sont souvent pris en main par des lobbies. D'ailleurs, tiens, je vais raconter une petite histoire. Tu sais que mes avant-derniers jours, on va dire, au Sénat, le sénateur pour lequel je travaillais, il me l'avait d'ailleurs caché, mais je l'ai appris parce que bon, quand tu fais une proposition de loi, on le sait, et je l'ai su genre 3-4 jours avant de quitter mon poste, et lui aussi parce qu'il ne s'était pas représenté. Eh bien, il a écrit on lui a donné une proposition de loi qu'il a signée sur Monsanto. Voilà. Tout un programme. Voilà. Et comme c'était à quelques jours avant les élections sénatoriales, donc est passée une loi favorable à Monsanto. Ça veut dire que lui, il a été, alors que je ne le savais pas, représentant des intérêts de Monsanto. Voilà, il a été pris en main, et j'ai fini par apprendre que, en réalité, c'était une fille qu'il aimait bien, on va dire, qui lui a fait... C'est vieux comme le monde, hein. Voilà. La corruption des mœurs. Voilà.
c'est la République française actuelle et c'est le parlementarisme. Est-ce que Révolu droit empêche cela? Bien sûr, puisque Révolu droit, par le biais des différentes activités qui sont autogérées, en auto-organisation, à tout point de vue, sur la réglementation, sur la gestion des conflits, sur la prise en charge des droits sociaux, etc., des membres de chacune des corporations, que j'appelle les groupements d'intérêt, représente en soi un pouvoir politique. Et donc, ce pouvoir politique, il s'oppose aux intérêts du pouvoir politique d'à côté, qui est représenté par le GI d'à côté. Donc, ça veut dire que tous les intérêts sont représentés. Une majorité d'intérêts qui traversent la population sont représentés d'une façon ou d'une autre par le biais de ces activités-là. Alors qu'aujourd'hui, les seuls pouvoirs qui sont représentés, c'est le pouvoir de l'argent par le biais du lobbying. Donc, ça change tout. Ça rétablit, encore une fois, le rapport de force institutionnel en faveur des populations. Parce que, dans le cas des corporations et des groupements d'intérêt, elles ont tout le loisir de s'auto-organiser. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre des précautions parce qu'il ne peut pas y avoir des abus aussi, mais entre les abus dont on peut imaginer, rêver ou délirer qui auraient lieu dans ce nouveau qui auront lieu, on peut le dire parce que l'homme ne sera jamais parfait, dans ce nouveau système, j'organise déjà des contre-feux assez qui sont anticipables. Et deuxièmement, de là, même avec des défauts, à retrouver l'imposture dans laquelle on est aujourd'hui, il y a des océans. C'est même plus des océans, c'est des univers entre les deux. Donc de toute façon, ça sera forcément mieux. Ça ne peut pas être pire. Voilà, clairement. Mais ça prouve quand même que, et parce que là j'ai aussi le chat devant moi, et ça prouve que il y a eu un embrigadement depuis des décennies et on est toujours dans la logique que veut l'oligarchie. Par exemple, j'ai un commentaire qui dit « Supprimer le droit apporte le chaos ». Dans le sens où il dit que Révolu droit supprimerait le droit, entre guillemets, naturel pour cette personne, parce que pour cette personne, le code civil est un droit naturel, pour cette personne, la Constitution est un droit naturel, et donc ça... Oui, mais il faut l'expliquer. Oui, alors, je ne sais pas trop par quoi commencer. Bon, là, alors, déjà, premièrement, le fondement, tout ce qui, enfin, la philosophie qui sous-tend toute cette vaste imposture, c'est le nominalisme, dans lequel le nominalisme triomphant, c'est les mots n'ont plus de sens réel, n'ont plus de sens, ne sont plus assis sur une réalité de terrain, mais sont assis sur la volonté de ceux qui utilisent le langage. Donc déjà, pour se comprendre, ça devient compliqué, puisque on ne peut plus se fier à un sens réel, un sens réaliste de la terminologie. Bon, donc ça a été déconstruit. Deuxièmement, quand on parle aujourd'hui de droit, enfin les gens quand ils parlent, les gens qui n'ont pas eu ces réflexions poussées que j'ai élaborées, qui même parmi les juristes, les praticiens du droit, certains ne le comprennent pas, beaucoup d'ailleurs. Il y a une différence entre aujourd'hui on parle de droit parce qu'il y a une hiérarchie des normes, on dit qu'il y a un état de droit parce qu'il y a une hiérarchie des normes, mais alors, il existait un état de droit. Exactement. Alors, la hiérarchie des normes, ça veut dire qu'il y a des normes qui sont supérieures et d'autres qui sont inférieures. Et les normes inférieures doivent respecter les normes supérieures. Là, dans le cas français, la hiérarchie des normes, c'était historiquement, parlons pas de l'Union européenne, qui ajoute une couche là-dessus, mais c'était la Constitution, les lois et les décrets, règlements et tout ce qu'on veut d'application. Donc les arrêtés. Donc la première norme constitutionnelle, c'était le sommet de la pyramide des normes. Lorsque le Code civil a été élaboré, il existait une hiérarchie des normes. Et cette hiérarchie des normes, elle n'était pas fondée sur l'organisme qui émet la règle, mais elle était fondée sur des grands principes de droit naturel, lesquels ont été, au fil du temps, déjà un peu pervertis, mais qui étaient fondés du temps de leur conceptualisation sur une réalité de terrain. C'est-à-dire que, par exemple, je vous donne un exemple, parmi les règles de droit naturel évidentes de l'organisation d'une société, c'est de dire qu'une société qui est dépourvue de contre-pouvoir
ne peut pas être une société qui promeut la liberté. Voilà. Donc la liberté est intimement liée à l'existence de contre-pouvoirs. Et ça se vérifie sur toutes les périodes de l'histoire, depuis la nuit des temps, depuis qu'on a documenté l'histoire. Donc ça, c'est une règle de droit naturel, parce que elle se vérifie sur tous les différents régimes, sur toute l'histoire politique, sur toute l'histoire civilisationnelle qui nous est arrivée jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est une règle intangible. Sans contre-pouvoir, pas de liberté. Voilà. Donc, par exemple, l'organisation de la confusion du langage a été faite dès la Révolution française, puisqu'ils ont gardé le terme parlement qui existait dans le régime antérieur, mais qui avait un sens complètement différent. Les parlements, lors de l'Ancien Régime, c'était des cours de justice. Pourquoi ont-ils gardé le même terme pour désigner une organisation qui n'a strictement rien à voir ? C'est créer de la confusion, et ça a été volontairement fait. Et ça s'appelle du nominalisme. Le nominalisme, c'est qu'on change le sens des mots en fonction du gré, de notre intérêt bien compris à un moment ou à un autre. L'essence même de nos problèmes vient de là. D'avoir dit, par exemple, d'avoir collé le terme démocratie sur le concept de l'institution du parlementarisme représentatif. C'est une imposture. Le parlementarisme représentatif, je le répète, c'est une plutocratie. Donc tant qu'on ne désignera pas les choses par leur véritable nom, on ne pourra pas sortir de la nasse. Puisque vous savez que mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, puisqu'on ne peut plus identifier les tenants des aboutissants d'une problématique. On n'identifie plus la problématique, donc on ne peut pas trouver de solution, puisqu'on ne sait pas d'où viennent les problèmes. On n'arrive plus à identifier l'origine, la source du problème. Comment pourrait se constituer, in fine, révolu droit au niveau national? Est-ce que par le biais de juges Non, absolument pas. Par le biais de la reconquête territoriale, de la création des groupements d'intérêt. D'abord, ça se fera par petits groupes au sein des communes, et ensuite, les communes se mettront, enfin, les gens qui organisent leur activité, par exemple, je prends une activité que tout le monde connaît, par exemple la boulangerie. Les boulangers de telle commune vont s'auto-organiser. Les boulangers de la commune d'à côté vont s'auto-organiser. Les boulangers d'une autre région de France vont s'organiser. Et à un moment, quand il y aura suffisamment de pensée organisationnelle sur ce domaine-là, ils se réuniront pour voir quelles sont les règles qu'ils ont. Spontanément, il y en aura plein qui seront communes parce qu'ils ont les mêmes problématiques et ils ont à faire face aux mêmes problèmes. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils élaborent des règlements qui soient différents les uns des autres, mais il y aura des différences et ils se mettront d'accord. Donc, ça oblige les gens à se réinvestir dans la vie en commun, dans le dialogue constructif, et à réélaborer le principe politique autour de ces règlements, de ces corporations, et non plus autour des partis politiques et du Parlement. Et au niveau national, parce qu'à un moment donné... Au niveau national, c'est comme ça que la nation se construit. D'accord. C'est-à-dire qu'ensuite, tous ces groupements d'intérêt qui auront été élaborés au niveau national, je les réunis dans 3 grands groupements d'intérêt. Donc un grand groupement d'intérêt à vocation que j'ai appelé à vocation commerciale, un grand groupement d'intérêt à vocation civique qui réunit toutes les activités d'enseignement, tout ce qui est artistique, tout ce qui est sportif, tout ce qui est connaissance de soi, développement de soi. Et puis un 3e grand groupement d'intérêt qui concerne toutes les activités spéculatives, parce que tous les hommes se posent un jour ou l'autre la question de savoir qu'est-ce qu'ils sont dans cet univers, d'où viennent-ils, où vont-ils. C'est des questions inhérentes à l'espèce humaine. L'espèce humaine n'est pas une voiture de laquelle on peut changer des pièces comme ça. C'est aussi tout un psychisme, c'est aussi des questionnements spirituels. Et cette activité de spéculation intellectuelle a toute doit participer à l'organisation de la société au sein de groupements d'intérêt. Et donc tous ces groupements d'intérêt seront chargés de faire émerger des talents, donc du terrain, de chercher des personnalités qui rempliront le rôle de ministres, et ces personnalités seront proposées à la population
par les différents groupements d'intérêt, donc plusieurs personnalités d'origine variée, mais sur le modèle de ce qu'ils ont déjà réalisé, c'est-à-dire au mérite, ils seront proposés par le mérite de ce qu'ils ont déjà fait, avec sur CV, en fait, sur pièce, et non pas sur blabla électoral, blabla politique. Donc ce sont des gens qui émergeront, que nous ne connaissons pas aujourd'hui, qui émergeront par leurs compétences, qui seront proposés et qui seront élus au suffrage universel direct. De la même façon que le président sera élu au suffrage universel direct sur, pareil, proposition en fonction de compétences qu'il aurait déjà, dont il aurait fait montre. Est-ce qu'on rentrerait de plein pied dans une forme de république athénienne ? On rentre de plein pied dans une méritocratie élective. Parce que la République athénienne, c'était sur un territoire assez limité, avec une population limitée. Et d'autre part, la République athénienne, alors je ne suis pas spécialiste de la question, mais il y avait quand même toute une partie des gens qui n'étaient pas concernés par la vie politique. Hein. Il y avait encore... c'était pas non plus la perfection que nous imaginons aujourd'hui. Et puis surtout, on ne peut pas gérer un territoire. La taille du territoire fait toute la différence par rapport aux moyens qui sont mis en œuvre. Et puis aujourd'hui, on a des moyens qui permettent de faire les choses un peu autrement. Donc la démocratie vient du fait que tous les intérêts populaires sont représentés. Les personnes ont une proximité avec leur groupement d'intérêt, leur corporation de rattachement dans laquelle ils peuvent s'investir. C'est beaucoup plus facile de s'investir parce que c'est proche pour eux, il y a une proximité quotidienne. Et puis deuxièmement, ils ont ces deux qu'émane en fait le pouvoir central qui sera réduit au pouvoir régalien. Vous savez qu'une société qui va s'ingérer dans les salles de bain, les chambres à coucher et les cuisines des gens n'est pas une société politique, c'est un totalitarisme de type mafieux. Voilà. Donc à partir du moment où l'État est fort, il reste à sa place, et sa place c'est de gérer les biens communs, l'intérêt général et les biens communs. Alors moi j'ai remarqué une chose, et ça me désole auprès de nos compatriotes, c'est que de plus en plus, peut-être depuis la fin de la crise sanitaire, beaucoup aiment la représentation étatique à leur côté, c'est-à-dire qu'ils veulent avoir une sorte d'être invisible derrière eux, qui régit leur vie, et je le vois de plus en plus, comment on peut sortir les gens de cet esclavage, parce que c'est un esclavage. Hein. Oui, ils ont été infantilisés par le fait qu'ils sont dépossédés de toute voie d'action sur leur réalité quotidienne, en fait. Ils n'ont plus accès, finalement, ils n'ont plus de moyens de gérer eux-mêmes leur réalité, de moins en moins leur avenir, de moins en moins l'avenir de leurs enfants. Ils sont dépossédés de tout moyen d'action. Donc ils ont besoin de ce fantôme tutélaire qui n'existe pas et qui n'est certainement pas bienveillant. Ils ont besoin de ça puisque eux-mêmes n'ont plus l'accès au pouvoir. Et donc Révolu Droit leur rend l'accès au pouvoir. Bah justement, une personne comme ça qui n'a plus accès peut se dire, tiens, en effet, ce qu'on me proposait, c'est pas ce dont j'ai besoin. Il faut faire ce travail. Chacun, individuellement, doit faire ce travail. Doit faire le travail de savoir si les partis politiques répondent réellement à leurs besoins. Est-ce que ce n'est pas capter leurs besoins pour les orienter vers des idéologies qui n'intéressent finalement personne et qui ne font qu'une chose, c'est finalement monter les uns contre les autres. Retrouver notre liberté. Il faut retrouver notre liberté. Il faut retrouver notre liberté de penser, notre liberté de corréler les mots avec une réalité. Mais ce qui est intéressant, il faut retrouver notre réalisme, en fait. Mais ce qui est intéressant aussi avec Révolu Droit, c'est que c'est déjà prêt. Bien sûr. Faut le dire aux gens, c'est prêt. C'est prêt. En fait, j'ai écrit un bouquin, vous avez le mode d'emploi dedans, et tous les Français peuvent s'en emparer. Je l'ai écrit pour vous, pour les Français, pour que nous ayons un avenir sur ce territoire, pour ne pas laisser ce beau pays qui était la France partir en... Voilà, le livre La véritable alternative au Great Reset, c'est une vraie alternative à cet agenda 2030. Et moi, j'ai une question. Tout est prêt, tout est là. Une chose manque,
c'est pourquoi est-ce que même les médias alternatifs ne s'intéressent pas assez à cette question et ne te donnent pas cette parole. Alors tu passes chez moi, parfois TVL, etc., chez nos amis de Nexus, mais je trouve qu'on ne fait pas assez encore. Donc je lance un appel, à inviter Valérie, tous les médias alternatifs, invitez Valérie, elle viendra avec grand plaisir, parce qu'il faut que les gens sachent. Merci Maï. Mais parce que quand je parle de changement de paradigme, en fait, c'est tellement vaste que les gens comprennent mon projet, mais par le petit bout de la lorgnette. Alors certains comprennent certaines choses, mais jamais l'intégralité du système qui permet un changement de paradigme. Et ce changement de paradigme, c'est ça qui fait toute la différence. Qu'est-ce que les gens te disent justement ? Ils me disent qu'ils ne voient pas comment mettre ça en œuvre. Voilà. Donc toi, tu as répondu. Par les mairies. Prenez en main vos mairies, contrôlez vos maires et mettez en œuvre les groupements d'intérêt. Voilà, c'est demain, vous pouvez mettre en œuvre Révolu Droit sans révolution, sans feu, sans sang versé en n'étant pas dans l'illégalité. En ne faisant rien d'illégal. Bien sûr. Moi, je le dis, faire des listes municipales dans des petites communes, c'est très simple, à 15-20 personnes. Dorénavant, c'est homme-femme, homme-femme. Bon, il y a la parité. C'est pas simple, mais bon. Vous demandez 100 balles à chaque colistier. Vous mettez 3-4 000 balles en tout, voilà, avec vos colistiers. Vous réunissez 3-4 000 balles. À 20-25 personnes, c'est largement faisable. Vous mettez des affiches, vous faites de la porte-à-porte chez les gens. Quand c'est des petites communes, il n'y a pas besoin de mettre d'affiches. Vous allez voir vos voisins et puis vous leur dites, écoutez, maintenant, on doit se prendre en charge parce que si on ne le fait pas, c'est les autres qui le feront pour nous et ça sera pour nous de faire disparaître. Donc, bien sûr. Allons-y, prenons notre commune. Et ils peuvent aller sur le site Révolu Droit. Ah bah bien sûr, ils peuvent aller sur le site Révolu Droit. Et puis il y a toutes les propositions. Alors, les propositions sont surtout dans mon bouquin et c'est plus simple d'avoir du papier. Dans le bouquin. Mais effectivement, dans le site, il y a aussi beaucoup d'informations. Je ne sais pas si dans le site, il y a le règlement intérieur. Enfin, j'ai appelé ça règlement intérieur. Vous pouvez appeler ça charte ou constitution. Mais la voie à suivre pour créer un groupement d'intérêt, c'est le mode d'emploi. Il n'y a qu'à répondre aux questions, se poser les bonnes questions que j'ai élaborées. Tout est dans mon livre. En fait, je ne centralise rien, je n'ai besoin de rien centraliser. Le mode d'emploi est à disposition, vous l'avez, prenez-le appliquez-le, c'est-à-dire faites-le votre outil personnel, votre bien commun personnel. Et vous créerez votre liberté de demain. Si Madame Hidalgo et d'autres ont fait des listes, vous pouvez faire des listes. C'est vraiment pas compliqué pour le coup. Vous créez un petit Alors il faudrait campagne. Peut-être faire un mode d'emploi. Je vais voir si on peut, avec quelques personnes, essayer de publier un mode d'emploi pour déposer une liste. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui ne sont... ceux qui ne font pas de politique ne savent pas comment faire. Il peut y avoir un petit désarroi de ce côté-là. Mais enfin, c'est quand même pas sorcier. Je pense qu'on pourra peut-être essayer de donner quelques indications. Alors, parce que là, il faut se dépêcher. Il faut faire ça in extremis avant le 7 février, je rappelle. Emparez-vous de vos communes en déposant des listes, en allant faire du porte-à-porte vis-à-vis de surtout toutes les petites communes. Vous n'avez même pas besoin de créer d'affiches, de dépenser de l'argent en affiches. Vous allez voir vos voisins, vous faites du porte-à-porte et vous expliquez que c'est vital pour la survie de votre commune et de votre mode de vie, en fait, de votre intégrité. Et puis si vous êtes seul dans votre commune à faire une liste, vous serez élu quoi qu'il arrive. Eh ben exactement. Donc il n'y a même pas besoin d'être je ne sais qui, de faire des campagnes faramineuses, d'être tout seul. Exactement. Vous êtes 20. Vous n'avez pas besoin de dépenser d'argent en propagande politique et en affiches et en... Juste en bulletin de vote. Exactement. Juste en bulletin de vote. Et c'est tout, et c'est simple. Parce que moi, ce qui est aussi intéressant, c'est que je pense qu'il faut dire aussi aux gens qui peuvent utiliser le système contre Eh bien, bien entendu, parce que quand vous aurez récupéré vos communes, je rappelle que De Gaulle voulait que le président de la République soit élu au suffrage universel direct sans aucun autre filtre. Ils ont court-circuité la volonté de Gaulle, donc déjà, voilà, il faut bien le savoir. Et en imposant les 500 signatures, mais ça peut se retourner contre eux. Parce que si vous leur refusez ces 500 signatures, ils ne pourront plus se présenter. Et vous pouvez proposer les 500 signatures à des gens qui sont dans la volonté de changer, d'accélérer le changement de paradigme que je propose.
Donc du coup, comment est-ce qu'on peut te joindre? Comment est-ce qu'on peut aller sur Révolu Droit ou s'y inscrire ou y travailler? Il n'y a pas besoin de s'inscrire, travailler Révolu Droit. Il y a besoin de travailler sur l'indépendance des communes, en éventuellement achetant mon livre de façon à pouvoir savoir comment créer un groupement d'intérêt. Et puis l'urgence immédiate, c'est pas de tout ça. L'urgence immédiate, c'est de reprendre le contrôle de ces communes. Voilà. Donc c'est de se présenter des listes et emporter les communes. Voilà. Voilà, le livre. Ça, c'est l'urgence immédiate. L'urgence, le livre. Et une fois que vous aurez fait ça, vous mettre à favoriser la création de groupements d'intérêt en proposant des salles, en mettant en relation les gens de votre commune, en favorisant le pas sur le côté. Faites ça, parce qu'on vous a trop dit qu'on passait de rien à président de la République. Ça ne se passe pas comme ça. Pas du tout. Voilà. C'est pas vrai. Quand un politicien YouTube vous dit non mais moi je serai président de la République parce que la France, les gens viennent me voir, j'ai plus de monde en réunion publique que je sais pas qui. Ça, c'est bidon, ça. Une société doit être organisée et pour ça, il y a des règles à respecter. Les juristes, fut un temps, étaient les garants de l'organisation de la politique. Ils ont perdu ce rôle à la faveur finalement de la théorie pure du droit qui a fait d'eux des ouvriers qualifiés du pouvoir économique. Ils sont chargés aujourd'hui de mettre en œuvre des règles, mais sans jamais s'occuper des finalités. Révoludroit.fr, c'est sur l'écran, allez-y à fond, commandez ce livre, informez-vous, c'est la meilleure des façons d'imposer vos points de vue. En tout cas, merci à toi, chère Valérie, pour cette émission passionnante. Merci, et vraiment, je suis vraiment heureux, mais vraiment, que enfin... C'est accessible, voilà, qu'enfin on ait une solution vite, rapide, immédiate. Ça fait tellement longtemps que j'attends ça, parce que les invités que je reçois qui sont estimables, c'est très rare qu'on ait des choses aussi fortes tout de suite. Clé en main. Clé en main. Voilà, clé en main. Donc on peut te suivre sur les réseaux sociaux, révoludroit.fr, allez-y. ValérieBugot.fr aussi pour mes analyses. ValérieBugot.fr. Merci à vous d'avoir été si nombreux, 3500 personnes en direct, merci beaucoup. Vraiment, relayez à fond. Et dites-nous ce que vous en pensez, des commentaires, vraiment, je veux vraiment qu'on crée le débat. N'oubliez pas, adhérer au Club Géopolitique Profonde. Vous cliquez sur le lien ci-dessous. Ah oui, tiens, je me manque à tout mais... Bientôt, là, tu es sur Paris, tu fais des choses bientôt, des réunions publiques peut-être, ou peut-être des dédicaces, quelque chose. Maintenant que je suis provinciale, je viens pas souvent, mais effectivement, si des journalistes, si des librairies veulent organiser des dédicaces de mes livres, je répondrai présente. Allez, la librairie du Logos, du Ken, française, etc. Appelez Valérie Bugot. Les médias alternatifs, appelez-la aussi. Ce sera un plaisir de venir vous voir et de parler de Révolu Droit. Merci à vous d'avoir été si nombreux ce soir. Voilà, vous partagez à fond, vous vous abonnez et on se retrouve demain 12h30. Allez, salut, ciao. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai garé mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.